C'est ça? Non, je ne vous ai pas dit qu'Ali Bongo je parle très précisément. Je n'ai pas dit D'accord. qu'Ali Bongo m'a appelé. Et je n'ai pas eu de compromis avec Ali Bongo. Non. On vous a Mais proposé. Allez-y. j'ai dit et je redis que le score qui est inscrit sur le papier n'a rien à voir avec le score réel. Parce que le score réel était au-dessus des 80%. Un score que personne au Gabon n'a jamais eu. Voilà ce que je sais. Maintenant, comment est-ce que j'ai rencontré l'ambassadeur? Après ça, une fois, l'ambassadeur de France au Gabon. Bah, il m'a rien dit, l'ancien ambassadeur. Et aujourd'hui, Boisbouville dit ce qu'il sait. Mais ce que je sais, c'est que les autorités françaises connaissent parfaitement quel résultat j'ai eu. Et tout le monde le sait. Toutes les missions diplomatiques le savent. Seulement, il se passe en politique, il y a deux types de langage. Il y a un langage diplomatique et il y a un langage réel. Il y en a, bien sûr, qui se trompent sur le langage diplomatique. Donc, la victoire d'Albert Ondosa pour le scrutin du 26 août ne souffre pas d'ambiguïté. C'est une victoire sans bavure. Alors, deuxième question, c'est est-ce que je pense que ma position actuelle peut infléchir? Oui, je le pense sincèrement. Mais un pays, politiquement, c'est qui? C'est le peuple gabonais. Si majoritairement, tous ceux qui m'ont élu se redressent pour dire que nous nous sommes trompés, Oligui Nguema dehors, il sera dehors. J'ajoute que, en fait, pourquoi Oligui est là? Revenons aux événements. Oligui est soulevé à l'intérieur de la garde présidentielle. Oligui président à l'intérieur de la présidence. Oligui président. Si la population avait dit non, Oligui n'aurait jamais été président. Jamais. Mais parce que la population dit bon, enfin, on nous a vidé d'Ali Bongo, pensant que Oligui était différent d'Ali Bongo. Or, mon Dieu m'a donné la capacité d'analyse rapide qui fait en sorte que lorsque je donne un avis sur un événement, généralement cet avis est bon. C'est Dieu qui m'a donné cette aptitude. Et de ce point de vue, je lui enseigne gré, et voilà pourquoi je l'adore tous les jours. Et ainsi, je disais aux gens que c'est une révolution de palais. On m'a insulté, on m'a repoussé, on m'a ignoré, on m'a tout dit. Je suis resté imperturbable. Princesse a dit quelque chose tout à l'heure en se disant que j'ai eu un long moment de silence. Mais parce qu'un leader politique suit un peuple. Il y en a qui m'ont reproché, oui, il aurait dû parler depuis le début. Mais quand toute la rue vous insulte et vous dit que vous nous perdez le temps, nous on a trouvé notre bonheur, c'est Oligui, qu'est-ce que vous faites dans ces conditions? Vous parlez avec qui? Vous criez avec qui? Vous essayez de vous battre avec qui? Lorsque tout ce qui vous entoure vous quitte pour dire qu'ils vont chez Oligui, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous êtes là, vous observez et vous attendez. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'ils finissent par se rendre compte qu'ils ont tort. Lorsque ma conviction me dit que je suis sur le bon chemin, même si tous les Gabonais vont d'un côté, je ne bouge pas. Je suis un homme têtu. Et aujourd'hui, véritablement, à chaque fois que les Gabonais m'ont fait ça, ils se sont rendus compte que c'est moi qui avais raison. Donc, on me reproche également, oui, mais il aurait pu faire ça tout c'est quand. Oui, il passe le temps, mais on observe une population. Je répète, un homme politique a une stratégie, a une tactique. Souvent, la tactique dépend de l'environnement.
J'entends les comparaisons qui sont faites entre le peuple gabonais, le peuple sénégalais, entre le peuple gabonais et le peuple burkinabé, entre le peuple gabonais et le peuple malien. Mais les peuples sont différents, je suis désolé. Le Gabonais a sa manière de fonctionner. Le Gabonais a sa manière de réfléchir. Le Gabonais a sa lenteur qui procède de 50 ans d'asservissement profond. À partir de ce moment-là, on ne peut pas le prendre aussi facilement qu'on prend un Burkinabé, qu'on prend un Malien. Il faut expliquer. Et puis, il faut regarder comment il fonctionne. Qui va aller loin menace sa monture. Et je l'ai bien ménagé. Parce que, depuis 2009, quelles insultes n'ai-je pas reçues? Lorsque j'ai dit aux gens en 2016 qu'il faut renvoyer Ping et Ali Bongo dos à dos, combien d'insultes n'ai-je pas reçues? Qui ne m'a pas insulté? Qui ne m'a pas méprisé? Qui ne m'a pas jeté la pierre? Enfin, lorsqu'on arrive en 2023, lorsque je dis que moi, je ne vais pas avec Oligui, qu'est-ce que je n'ai pas reçu comme insulte? Mais je suis là, droit dans mes bottes, et je continue. Et je demande aux gens d'avoir au moins l'honnêteté de reconnaître qu'ils ont tort. J'ai eu un jeune homme au téléphone hier qui posait des questions et qui m'a dit, mais vous ne pensez pas que tout ceci est de votre faute? Je dis, ah bon, quel retournement de tendance. Comment nous pouvons jeter la pierre autrui pour une culpabilité qui n'est pas la sienne? J'ai fait mon job. J'ai fait ma part de job. Et si on regarde mon parcours, on va se rendre compte que très peu de Gabonais ont souffert dans leur chair, ont payé tel que j'ai payé. Il y a de nombreux Gabonais qui sont morts. C'est vrai, je ne suis pas mort. Mais je suis passé à 2 doigts de la mort par ce système-là. On m'a tout coupé, on m'a tout arraché, on m'a tout fait, on m'a humilié. On a fait en sorte que, à l'université, où j'ai formé des professeurs, des gens que j'ai torchés, ils m'insultent aujourd'hui publiquement. Voilà. Et qui fait ça? Le pouvoir PDG. Il n'y a pas de plus grande humiliation que ça. J'ai tout bu, j'ai tout subi. Alors, que les gens qui, en col blanc, ne viennent pas me donner des torts qui ne m'appartiennent pas. Ce système, je le combats depuis toujours. Et je l'ai toujours combattu. Alors à partir de ce moment-là, qu'on ne vienne pas, je n'ai pas de leçons à recevoir des gens au col blanc qui n'ont rien fait. J'ai payé de ma vie. Alors donc, il faut véritablement qu'on en vienne à la raison. De quoi suis-je coupable au juste? Avoir gagné une élection, ça vous rend coupable de quelque chose. Oui, on ne vous a jamais voté. Oui, même un chien. Ouais, ça c'est une expression laconique. Même un chien, mais moi je ne suis pas un chien. Ceux qui n'étaient pas des chiens, pourquoi ne se sont-ils pas présentés? Il y a quelqu'un qui lançait encore à mon fils cet après-midi. Oui, de toute façon, vous n'êtes rien sans alternance 22, alternance 23. Ah bon? Oui, alternance aujourd'hui, je n'existe pas. Je n'existe pas. Il a suffi que je parle hier. Très peu de personnes ont même le quart des vues sur mon live. Alors, il faut commencer à bien poser les problèmes. C'est ça, la génération perdue. C'est cela, la déviance pédigiste. C'est cela, la déviance de ceux qui ne regardent pas demain et qui n'ont pas d'assises, qui n'ont pas d'infrastructure. Un pays ne se construit pas sur la base de la superstructure, non. Les fondements d'un pays existent. Or, des gens qui ne sont pas structurés, qui ne sont pas préparés, font la honte de notre pays. Et vous le ressentez bien. Tout Gabonais conscient ne peut pas accepter qu'Oligui Nguema soit président de la République. À moins d'être attaché. Et même quand vous êtes attaché, il vous reste un minimum d'honneur et de dignité. Relevez-vous. Voilà, donc, maintenant, les critiques. Alors, je ne sais pas. Les critiques.
Je les accepte. Je les accepte d'autant plus que je mets en pratique, et je l'ai déjà dit ici, et je reviens là-dessus, je le répète, les critiques, je les accepte, en mettant en évidence un vieil adage biblique. Si on vous critique à tort, regardez-vous. Si c'est à raison, corrigez-vous. Si les critiques sur ma personne sont des critiques à tort, je me regarde pour m'améliorer. Si c'est à raison, je fais tout pour me corriger. Voilà ce que je dirais par rapport aux 3 questions qui m'ont été proposées et je vous en remercie infiniment. Très bien. Mon gars, rapidement, hein. Bonsoir, professeur. Alors, Bonsoir. moi, je vais commencer par la jeunesse. Ce sera plus simple. Alors, nous savons tous que la jeunesse gabonaise a été pervertie depuis l'arrivée de la démocratie au Gabon, avec les comportements que l'on sait, les comportements pédégistes. La jeunesse gabonaise a été habituée et l'habitude devient une seconde nature à partir d'un moment donné. Comment comptez-vous réintégrer euh, l'éducation politique à la jeunesse gabonaise? Parce que nous l'avons vu, là, plusieurs sorties là actuellement, nous voyons clairement que la jeunesse gabonaise a toujours été pervertie par les comportements pédégistes. Et là, vous faites confiance à la jeunesse, mais cette jeunesse est déjà pervertie. Quel mécanisme vous allez pouvoir mettre en place pour réintégrer l'éducation politique à la jeunesse? Ça, c'est ma première question. La deuxième question, c'est depuis, j'ai suivi votre intervention d'hier et là je vous écoute. Vous avez apparemment l'assurance que la tenue des élections ne sera pas possible. Donc moi j'aimerais savoir quel élément factuel vous avez qui vous donne autant d'assurance pour la non-tenue de cette élection présidentielle, au vu de la perversion de la communication au Gabon, parce que nous voyons très bien que le régime, moi je l'appelle un régime, le régime actuel pervertisse les réseaux de communication pour inclure dans les cerveaux des Gabonais une élection probable. Donc vous, qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Quel élément factuel vous avez? Merci. Eh bien, Monsieur Mwanga, c'est des bonnes questions. D'abord, parlons de la jeunesse. Je suis toujours un petit peu, euh, je suis toujours sensibilisé dès lors qu'on parle de la jeunesse, parce que la jeunesse, c'est l'avenir d'un pays. Sans la jeunesse, le Gabon n'a pas d'avenir. Alors, elle a été pervertie depuis l'arrivée de la démocratie. Mais non. C'est bien avant l'arrivée de la démocratie. Si nous voulons dater des choses, la démocratie au Gabon, c'est en 1990. Elle était pervertie avant 1990. Parce que le système Bongo a perverti la jeunesse. D'abord, la jeunesse. La prise de conscience se faisait à partir du second cycle du secondaire. Et quand cette prise de conscience, parce que la jeunesse est la plus sensible face à l'injustice, dès lors que cette prise de confiance devenait mûre, les étudiants venaient en France et regagnaient automatiquement, étaient accueillis par leurs aînés, et regagnaient le mouvement LAGEC, qui était un syndicat étudiant, un syndicat de formation politique. Tous ceux qui ont mon âge et qui ont fait des études en France, pour la plupart sont passés par là. Ensuite, il y a eu donc la création de l'université gabonaise, l'université nationale du Gabon. Cette création de l'université nationale du Gabon n'a pas été préparée. Elle intervient pour empêcher le mouvement étudiant qui était en France. Et le mouvement étudiant en France a influencé le mouvement étudiantin au Gabon. Et les ténors de l'époque, qui vivent toujours, ont été mis en prison. Et ils sont sortis après 4 ans, ils ont été envoyés au Canada pour la plupart. Voilà la réalité. Donc, ce n'est pas à partir de 1990, c'est à partir
précisément du début des années 70 que la jeunesse a été pervertie. Parce qu'on la considérait comme la partie la plus insensible à la promotion du PDG. Ensuite, comment est-ce qu'on peut redresser cette jeunesse? Ce que je dis souvent, c'est que l'homme a une capacité d'adaptation extraordinaire. Il faut prêcher par l'exemple. Aujourd'hui, la jeunesse est pervertie parce que les anciens sont pervertis. Quand vous passez tout un pays à rechercher qui a encore droit, qui va éduquer les enfants? Lorsque tous les hommes politiques sont des voleurs, qui va éduquer? Qui va dire à un enfant de ne pas voler? Lorsque, effectivement, l'échelle sociale est renversée, que ce sont les voleurs, on ne crie plus aux voleurs comme dans les sociétés, nos sociétés de base. Un voleur est bien vu, bien accueilli au village, parce qu'il amène des aides de dindon, parce qu'il distribue l'argent à gauche et l'argent à droite. Avant, nos parents posaient la question à quelqu'un qui avait de l'argent, mais d'où sort-tu cet argent? Mais qui pose encore cette question aujourd'hui? Dont la jeunesse est pervertie. Parce que les parents sont pervertis, parce que les aînés sont pervertis, parce que les professeurs sont pervertis, parce que les juges sont pervertis, parce que toutes les couches sociales sont perverties. Alors, comment ramener à la raison? D'abord prêcher par l'exemple. Dès lors qu'on prêche par l'exemple, automatiquement, les gens s'ajustent et l'exemple commence, l'exemple au sommet. Moi, j'ai été ministre de l'Éducation nationale. Je suis allé à la télévision. Je ne recevrai de nom de la part de personne. Si Bongo me donne un nom, qu'il m'enlève de son gouvernement. Moi-même, je ne donne pas de nom, mais je veux un baccalauréat propre. Et le baccalauréat a été propre. C'est le sommet. L'homme a une capacité d'adaptation extraordinaire. Mais quand on a des sommets qui falsifient les notes, quand on a des professeurs qui falsifient les procès-verbaux, quand on a des professeurs qui donnent, effectivement, qui donnent des notes aux filles, que voulez-vous qu'on fasse de cela? Lorsqu'un professeur cède au chantage politique, que voulez-vous qu'on fasse de cela? Alors donc, c'est pas la jeunesse qu'il faut accuser. Il faut que nous choisissions des leaders qui peuvent montrer le droit chemin. Personne ne s'en fout. Mais seulement, il y a des circonstances atténuantes. Donc, regardons les gens que nous choisissons. Et à partir du moment, dès lors que le peuple choisira des vraies personnes, des personnes qui sont saines, des personnes qui ne sont pas corrompues, des personnes qui n'ont pas pillé l'État, sur cette base-là, vous aurez une jeunesse qui va s'identifier à eux. On a tué les modèles dans notre pays. Voilà pour la première question. La seule chose, c'est prêcher par l'exemple, et l'exemple doit venir du chemin. Ensuite, je parle avec assurance. Qu'est-ce qui me donne la possibilité de parler avec assurance? C'est d'abord le fait que vous savez que vous avez raison et que vous dites juste, vous dites vrai, vous ne dites pas faux et que vous êtes en accord avec votre conscience. Ça, c'est la première raison de l'assurance. Quelqu'un qui est sûr de sa formation, sûr de ce qu'il est, sûr d'être droit, sûr de ne pas faire des fausses choses et des basses choses, il a une assurance intérieure que lui donne sa conscience. Voilà la première assurance que j'ai. Elle est personnelle. Elle procède de ma conscience. C'est ça l'assurance. La deuxième assurance, c'est que, dès que vous l'avez, vous brillez aux yeux des gens. Votre parole passe parce qu'elle est pure. Elle n'est pas impure. Et à partir de ce moment-là, si vous avez une seule personne qui adhère à votre discours, vous passez. Le bonheur, c'est peu de choses. Et là, vous avez un bonheur incommensurable. Il en viendra deux. Il en viendra trois. Lorsque princesse, que je ne connaissais pas faire là, on me dit, est-ce que vous connaissez? Non. La princesse de Souba a fait ceci, ou le phénix a dit ceci. Moi, je ne vous connais pas. Mais, j'ai des gens qui me rapportent. Est-ce que vous avez suivi telle ou telle chose de le phénix? Il a dit ça, il a dit cela. Et là, vous avez un plaisir incommensurable. Seigneur, si un seul écoute ce que je dis,
et me suit, c'est que je suis sur la voie de la raison. Donc la première possibilité, la première assurance que j'ai, elle est intérieure. J'ai des convictions, je crois et j'avance. Ça me donne une assurance. Deuxièmement, je n'ai pas triché pour être ce que je suis aujourd'hui. Je pense avoir été bien formé, avoir suivi une bonne formation. Je pense avoir bien travaillé dans ma vie. De ce point de vue, j'ai eu une assurance. Et l'assurance, je l'ai depuis toujours. Je n'ai jamais tremblé devant un occidental. Tous les professeurs d'économie, partout où j'ai été, il y a des colloques où les grands professeurs viennent. J'ai jamais tremblé. Ma feuille n'a jamais tremblé. Parce que je sais qu'en mon fort intérieur, ce que je dis procède d'une recherche profonde. Et en ce qui concerne la politique, l'assurance est d'abord personnelle. Et dès qu'elle est personnelle et que je suis en accord avec ma confiance, vient le fait que ce que je dis devient alors une prophétie, devient alors force, parce que précisément procédant et étant tiré de la vérité. Alors à partir de ce moment-là, cette assurance, je transmets aux autres. Et quand je suis parti à l'élection présidentielle en 2023, je regardais autour de moi très peu de... Les gens se payaient ma tête. Je suis pas aussi bête mais autre pour savoir qu'on se paye ma tête. Il y en a qui disaient, mais où est-ce qu'il va celui-là? Lui aussi, il croit qu'il peut faire quelque chose. Mais c'est moi qui me payais la tête des gens parce que je leur disais, vous allez voir. Et on a vu. Voilà pourquoi je vous dis, le 12, il n'y aura pas élection. Et si d'aventure il y a une fausse élection, elle ne sera reconnue nulle part. Je le dis avec assurance. Avec d'autant plus assurance que je suis convaincu de ce que je dis. Et si ce que je dis procède de ma conviction et de la vérité, nul doute que, non seulement au plan interne et au plan externe, des forces positives viendront ajouter à cela et appuyer cela. Et l'élection sera nulle et de nul effet. Voilà ce que je dis. Voilà, monsieur Mwanga, merci pour ces questions qui me permettent effectivement de pouvoir vous amener à cela. J'ai terminé en disant, quand vous voyez une petite fille comme ça, princesse de Souba, quand vous voyez le phénix, c'est les deux, j'essaie de les suivre. Quand vous voyez Rikula, des gens qui parlent avec assurance, j'ai suivi Rikula tout à l'heure, mais quand vous êtes sûr de ce que vous dites, et que ce que vous dites est vrai, vous ne balbutiez pas, non. Vous ne tremblez pas, non. Vous avez une force intérieure qui vous pousse. Et c'est cela qui m'anime. Je crois que nous avons des traits communs, monsieur. Ah, merci. Merci à vous, professeur. Ok, Emmanuel, tu veux prendre la parole? Emmanuel, on ne t'entend pas, hein? En attendant, Siko prend la parole. Très bien, merci. Vous entendez là? Là, on t'entend. Ah, ok. Je disais bonsoir à tous et bonsoir à monsieur Ondosa. Alors, les élections présidentielles approchent à grands pas et nous savons d'ores et déjà qu'elles ne seront pas transparentes et inclusives. Nous savons à qui nous avons affaire. Alors, ma question est la suivante. Si jamais les élections se tiennent quand même, malgré vos mises en garde, malgré vos multiples interpellations, accepterez-vous ces résultats ou est-ce que vous envisagez de les contester auprès des instances internationales? C'est ma première question. Si jamais, on ne sait jamais, vous accédez à la présidence, quelles seront vos premières mesures pour rétablir la démocratie et l'état de droit? C'est la deuxième question. Aussi, et enfin, pour terminer, quelle garantie pouvez-vous donner aux Gabonais aujourd'hui sur votre capacité, en fait, je veux dire, à unir, en fait, le Gabon, parce que actuellement,
le CTRI a fait une démarche de division, a accentué le repli identitaire de par leur prise de position, etc. Donc, comment est-ce que vous pensez pouvoir remédier à cette problématique? Merci. Bien. Si jamais l'élection présidentielle a lieu le 12, je préfère vous dire qu'elle n'aura pas lieu le 12. Et si jamais elle a lieu le 12, pour moi, il n'y aura pas élection. S'il reste une seule personne dans ce pays qui contestera Oligui Nguema, c'est bien moi. Parce qu'Oligui Nguema, pour moi, ne sera jamais président de la République. Je vous ai répondu. Ensuite, si moi je deviens président, quelles sont les premières mesures? Je deviendrai président. Je deviendrai président. Première mesure, c'est composer un gouvernement réduit, maximum 25 membres, des Gabonaises et des Gabonais compétents, qui ne traînent pas de casserole. Rien que cette mesure-là, que les gens vont entendre un nom qu'ils n'ont jamais entendu. Ils vont voir des personnes qu'ils ne connaissent pas, parce que précisément notre pays, ce sont les mêmes, et toujours les mêmes, et toujours les mêmes. Voilà la première mesure phare. Gouvernement de 25 membres, avec des personnes compétentes, n'ayant pas des mains sales, n'ayant jamais volé, et n'ayant jamais tué. Bien. Quelles sont les garanties que je donne aux Gabonais pour les unir? J'ai par le passé beaucoup réfléchi sur cela. Parlons directement du tribalisme. Je dirais que le tribalisme, c'est véritablement l'arme des médiocres, l'arme des faibles. Quand vous n'avez pas d'argument, vous recourez au tribalisme. Je suis fan, mais je ne pense pas un seul instant dans ma vie politique, dans ma vie professionnelle, dans ma vie, avoir parlé des femmes. Oh, nous les femmes, oh, nous les femmes, oh, nous brime, oh, nous les femmes. Ceux qui ont été mes étudiants savent que ce discours-là, je ne l'ai jamais tenu. Il est loin de moi. Et qu'on ne s'approche de moi parce qu'on est femme. Non. Jamais. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Alors à partir de ce moment-là, comment est-ce que j'entends faire cela? Pour tuer le tribalisme, la compétence. Ce qui signifie en déclinaison l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Vous allez dans tous les services. Vous allez dans tous les secteurs de notre pays. Vous prenez des Gabonais tels qu'ils sont. Vous posez les mêmes questions à 2 ou 3, ils vous donnent toujours la même chose. Dans notre service, c'est tel qui est le meilleur. Oh non, 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 jamais. Si vous faites ça, vous choisissez les meilleurs, tout le monde se reconnaîtra en eux. Et les gens sauront alors que si je veux gravir les chefs sociaux, il me faut travailler, il me faut être compétent. Vous mettrez ainsi fin au tribalisme. Alors, c'est pas la peine, c'est pas des gros discours où il faut mettre les Gabon. Non, non, il faut des normes. Dès lors que les normes sont fixées, si vous voulez avoir cette place, il faut avoir 18 de moyenne. Ah non, c'est trop. Cette place, elle est réservée à ceux qui ont 18 de moyenne. Voilà. Donc, véritablement, c'est la compétence. Oui, les cordonniers, oui, je veux un. Qui de vous 3 est le meilleur cordonnier? C'est pas une affaire de diplôme. C'est une affaire de savoir-faire, de savoir-être, de probité intellectuelle et morale.
Dès lors que vous amenez ces valeurs-là, vous tuez le tribalisme. Mais qui? Le politique se sert du tribalisme. Lorsque vous avez en face de vous un fan qui vous barre le chemin parce que il est supposé être plus compétent. Oh non, vous savez, les fans veulent prendre toutes les places. Discours tribaliste. Lorsque vous avez devant vous un enfant brillant et qui mérite de prendre la place. Ah non, fan du Sud-Nord, réunissez-vous, faisons unifan contre... Voilà. Pour casser ça, si vous mettez la norme, tout le monde va se conformer à la norme et on ne regardera pas qui est fan, qui n'est pas fan, d'autant que nous n'avons jamais eu de guerre civile. Je ne parlerai pas de Lingema qui secoue le tribalisme parce qu'il n'a pas d'autre arme. C'est la seule arme qu'il a. Si vous enlevez le tribalisme à Lingema, qu'est-ce qu'il lui reste? Rien. Voilà. Non, mais il ne lui reste pas rien parce que vous avez dit que l'arme des médiocres, l'arme du tribalisme, c'est la médiocrité. Il restera certainement à M. Oligui dans le médiocre. Donc, véritablement, le tribalisme, c'est l'arme des médiocres. Ouais. Et là, ça part du tribalisme, ça va même dans le micro-nationalisme. Ah non, nous les Gabonais, nous on est un petit peuple. Ah oui? Pourquoi les Camerounais ont beau être 25 millions, ça change quoi? Moi, quand je suis dans les universités camerounaises et que j'enseigne au Cameroun, on dirait le Gabonais si est arrivé. Voilà, point. Donc, quand j'arrive au Sénégal, pareil. Quand j'arrive à Abidjan, pareil. Donc, le véritable problème, c'est que il faut que le Gabonais, nous avons une contrainte humaine quantitative. Il nous faut briller par la qualité. C'est cela que je prends. Et le tribalisme, dans ce cas-là, n'a aucune place. Voilà. Voilà. Merci, Madame Emmanuel. Je crois que j'ai répondu à toutes vos questions. Oui, vous avez répondu à ma question, mais j'ai une dernière question, juste. Allez-y, sans façon. Petite. Alors, que pensez-vous de l'affirmation de M. Billy Binze lorsqu'il dit que si jamais les Gabonais permettent à Oligui Nguema de gérer le pays, ce sera en fait son frère Aurélien Metami Nguema, le tribaliste, qui gérera le pays en fait, parce qu'apparemment c'est lui qui prend toutes les décisions. Que pensez-vous de cette affirmation de monsieur Billy Binze lorsqu'il était passé ici dernièrement? Je ne la partage pas. Et je vais vous dire pourquoi. D'accord. Parce que c'est une affirmation essentiellement pédégiste. Et je vais vous le prouver. Hier, on disait Bongo est bon, mais son entourage est mauvais. Mais qui nomme l'entourage? C'est pas Bongo. Après, Ali vient. Oh, c'est un problème de casting. Pourquoi? Ali est bon, mais c'est un problème de casting. Mais qui fait le casting? C'est pas Ali. Aujourd'hui, c'est Oligui qui est bon et c'est son frère qui est mauvais. Arrêtez ça. Tout ça, c'est des réflexions pédégistes dont le pays n'a nullement besoin. Je vous remercie. Merci. Très bien. Donc, je vais donner la parole comme ça à Non, c'est Canel qui est là avant. Nel. Et Canel, lorsque tu finiras d'intervenir, je vais te faire descendre pour faire montrer Yaal et les autres qui sont en bas. Pas de problème. Bonsoir, princesse. Merci de m'avoir donné un espace sur ton programme. Professeur, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, professeur, moi, je dirais que le président Omar Bongo disait la jeunesse est sacrée. En 1990, j'étais dans les rues. Nous avions clamé la jeunesse est massacrée. Alors, ma première, c'est plutôt un commentaire et pas une question parce que la plupart des collègues ici, des personnes sur le panel ici, vous ont déjà posé presque toutes les questions que moi je voulais entendre. Mais par contre, je vais vous demander, vous n'avez pas challengé ouvertement le président de la transition quand il s'est imposé. Espériez-vous que à la fin de la transition, il vous aurait remis le pouvoir, vu que vous étiez élu président
en 2023? Ça, c'est ma première question. Alors, ma deuxième question est, quelle est l'institution internationale ou nationale dont les Gabonais pouvaient faire appel afin qu'il n'y ait pas d'élection par rapport à la non-confiance que les Gabonais déclarent aujourd'hui? Parce que sincèrement, nous n'avons pas confiance. Moi, personnellement, je le dirais, j'ai pas confiance à cette élection. Vu la constitution qui a été faite, vu que plusieurs Gabonais à l'étranger, vivant à l'étranger, n'ont pas pu voter pour cette même constitution, et encore, pendant ces élections, plusieurs Gabonais à l'étranger ne sont pas capables de voter parce qu'il y a manque de moyens pour que les Gabonais puissent voter, ceux de l'étranger. Alors, quelle est cette institution dont les Gabonais peuvent faire appel et dire non, nous ne voulons pas, nous contestons cette élection. Et cette élection n'a pas, de toutes les façons, le droit d'y être. Et ma dernière sera que économiquement, le Gabon ne peut pas aller en 2025, ne peut plus aller avec les mêmes contrats qui disqualifient le Gabonais. À l'aube de 2030, le Gabon ne peut pas élire un président qui n'a pas revu et qui n'a pas relu les contrats qui étaient là depuis 1960. Je m'appelle la jeunesse massacrée du Gabon, à l'aube de mes 50 ans. Merci. Merci, professeur, de donner un... Bien, merci. Vous dites que pourquoi est-ce que je n'ai pas fait front à Oligui Nguema lorsqu'il est arrivé? Est-ce que c'est parce que j'espérais qu'il me remette le pouvoir? Je ne me faisais aucune illusion. Mais puisque c'est une conversation, c'est un dialogue, essayez de comprendre ce que je dis. Je suis un politique et un leader. Mon fondement, c'est la population gabonaise. Qu'est-ce que je peux quand la population gabonaise a pris un chemin que je ne souhaite pas, que je n'aime pas, que je ne veux pas? Il n'y a pas de choix, on attend que la population elle-même se rende compte qu'elle s'est trompée. Voilà dans quelle situation je me suis trouvé. Parce que si le peuple gabonais, à l'instar des autres peuples, et je le répète, lorsqu'on soulevait Oligui à la présidence, le peuple avait la latitude de dire non. Nous, on a voté quelqu'un. Oligui ne serait pas là. Mais quand le peuple va en masse, ceux qui vous ont élus, même vos parents, même vos cousins, même vos amis, tout le monde vous lâche. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous êtes lâché, vous êtes insulté, vous êtes repoussé. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Sinon attendre. Je savais qu'Oligui Nguema va cogner le mur. Il n'avait aucune compétence pour être président de la République. Les faits nous le montrent aujourd'hui. Je savais qu'il n'allait pas aller loin. Le tout, moi, c'est de ne pas défaillir et de rester droit dans mes bottes. Et j'ai attendu. Et j'ai attendu. Et quand j'ai commencé à parler, là, le discours commençait à passer. Parce que les gens se rendent compte, les premiers se sont rendus compte, ensuite d'autres sont venus, que c'est moi qui avais raison. Et qu'une fois encore, j'avais eu tort d'avoir raison très très tôt. Alors, deuxièmement, sur quelle institution nous pouvons compter, nationale et internationale? Ne comptons pas d'abord sur les institutions. Comptons d'abord sur nous-mêmes. Quand je viens parler, je demande la permission à quelle institution? Lorsque je parle et que je dis non,
c'est à quelle institution que je demande la permission. Lorsque je me positionne et que je dis non, c'est à quelle institution? Lorsque je dis non à Oligui, c'est à quelle institution? C'est d'abord nous-mêmes. C'est parce que nous-mêmes, on a pris position que l'institution suit. Nous-mêmes d'abord, l'institution suit. Mais pourquoi l'institution suit? Parce que l'institution procède des pays qui ont des intérêts en Afrique et des intérêts au Gabon. Et en raison de ces intérêts, on suit la population. Ce qui n'était pas possible hier l'est aujourd'hui. Parce que le monde est de plus en plus ouvert. Parce que le monde est multipolaire. Parce que on va vers un nouvel ordre mondial. Le problème, c'est nous. Comment nous positionnons-nous? Ce que vous faites est déjà louable. Mais vous êtes une force. Dites non, comme vous le faites aujourd'hui. Maintenez le non. Et vous reconnaîtrez qu'au début, quand Oligui est arrivé, nombreux d'entre vous étaient avec lui. Très peu disaient que c'était mauvais. Nombreux d'entre vous l'avaient soutenu. Reconnaissez cela aussi. Oui, mais après, professeur, il faut reconnaître aussi que au Gabon, on n'avait jamais vécu une telle situation. Le peuple gabonais n'avait certainement pas la maturité pour comprendre les enjeux du coup d'État. Tout le monde est allé dans l'euphorie et le peuple gabonais, oui, mais le peuple gabonais, c'est qui? C'est pas tout le monde. Alternant 2023, mes copains n'avaient pas la lucidité. Il y a là-dedans des professeurs, il y a là-dedans des hauts dignitaires du pays, il y a là-dedans des gens qui ont fait des bonnes études. Tous ceux qui adhèrent au lié aujourd'hui, poings et pieds liés, il n'y a pas de personnes compétentes là-bas. Non. Non, non, non. Le véritable problème, c'est que, et osons nous élever pour laisser de côté les intérêts de ventre. En sommes-nous capables? C'est ça le problème. Alors donc, ce n'est pas d'abord les institutions nationales, internationales, et vous qui êtes à l'extérieur, vous connaissez bien les institutions, vous êtes en contact avec elles, mais il faut savoir quoi aller dire, quel objectif vous visez, avec qui vous êtes, quelle force vous représentez. C'est à partir de ce moment-là, du moment que vous êtes représentatif, qu'on vous écoute. Si vous n'êtes pas représentatif, personne ne vous écoutera. Alors, vous dites effectivement que le Gabon ne peut pas passer à une nouvelle ère. Si les contrats ne sont pas revus, les contrats qui sont là depuis 1960, je reviens là-dessus pour vous dire que ce n'est pas des slogans. Non. Comment on revoit un contrat? Comment? Par la force? Par la dénonciation? C'est comme ça qu'on revoit un contrat? Non. On peut dénoncer un contrat. Mais comment dénonce-t-on un contrat? Je crois qu'il y a des juristes parmi vous. Ils savent comment les contrats se dénouent. Ils savent comment on dénonce un contrat. Mais qui dénonce un contrat? Celui qui dénonce le contrat, c'est d'abord le représentant de l'État. Et pour qu'il dénonce un contrat, il faut qu'il ait, lui, intérêt à dénoncer le contrat. Deuxièmement, est-ce que le peuple lui-même est prêt à dénoncer le contrat? Donc, il faudrait que nous sachions que ce n'est pas des slogans en ces matières-là. Si nous ne sommes qu'à faire des slogans, nous restons très superficiels et notre voix n'est pas audible. Ce sont des situations contraignantes où il existe effectivement des intérêts croisés. Il faut démêler le cheveu, il faut déjà comprendre de quoi il s'agit.
et savoir là où on va aller, connaître quelles sont ses forces et ses faiblesses, parce que là également, il y a un rapport de force qui s'établit. Donc ce n'est pas des slogans. Quelqu'un qui n'est pas élu ne peut pas mener ce type de combat. Commencez par soutenir un élu. Quand vous l'aurez soutenu et qu'il sera au pouvoir, l'acte 2, il faudrait que votre voix, vous réussissiez à persuader les autres. Quand vous aurez une majorité parlementaire qui sera persuadée de ce que vous dites et qui en fera une position du Parlement, là ça commence à avoir de l'effet. Parce que la majorité des Gabonais, la majorité des parlementaires auront adhéré à ce que vous dites, parce que vous les aurez persuadés par les faits, par la parole, par votre comportement, par vos objectifs, en défendant un projet. C'est comme cela que ça se passe. Ce n'est pas par décret, non. C'est des situations très complexes qui méritent la réflexion, une réflexion personnelle, une réflexion d'ensemble, une réflexion huilée et des débats à l'Assemblée, un débat organisé et un débat qui se traduit par une prise de position. Dès lors qu'il y a une prise de position par l'Assemblée, cette prise de position devient la prise de position du gouvernement et on passe à l'acte, fort du soutien du peuple, fort du soutien de son Parlement, fort du soutien de son gouvernement. Voilà comment les choses se passent dans les règles de l'art. Ça ne se décrète pas. Oui, je vais faire. Non, non. C'est pas des déclarations fracassantes. Donc, je pense avoir répondu effectivement à vos questions. Ok, Canel, je vais te faire descendre pour faire monter quelqu'un d'autre. Par ailleurs, voilà, le Phénix, attends un instant. Je pense qu'il y a des internautes sur la plateforme YouTube qui souhaiteraient poser des questions. J'espère que c'est maîtrisé, hein, le Phénix. J'espère vraiment que c'est maîtrisé. Excusez, c'est moi qui choisis les questions, non? Ok. Alors, Monsieur Ondosa, il y a Monsieur Melchi depuis YouTube qui dit Olingema a-t-il réellement payé toutes les dettes du Gabon? Moi, je n'en sais rien. C'est sa déclaration. Alors, Quand une dette est payée, ce n'est pas une déclaration. C'est la déclaration de Olingema. Moi, les informations les plus fiables viennent des rapports des organisations, des institutions internationales, surtout des institutions de Bretton Woods. Le fonds a un accord avec un pays, fait des revues à mi-parcours. À l'issue de ces revues, il y a un rapport qui est toujours fait. Rapport du fonds international. C'est signé depuis Washington. Et c'est là qu'on voit comment ça se passe. Donc une déclaration de Liguiema qui en plus passe par Gabon 1er et Gabon 24 est nul pour moi et nul effet. Ça n'a aucun prix. Parce que tout ce qui sort du Fonds monétaire, je le vois. Et je n'ai rien vu dans ce sens. Deuxième question de Dimitri. Il dit, quels sont les mécanismes institutionnels aujourd'hui pouvant réhabiliter les réels résultats de 2023, sachant que toutes sont nées pour la transition avec un filigrane, la dissolution du CGE. Alors, pour rappel, nous sommes à 837 personnes sur YouTube. Hein. On vous écoute. Bon, c'est des questions qui sont un tout petit peu difficiles auxquelles il m'est très difficile de répondre. Pourquoi? Parce que une question qui est dans la logique du PDG, je suis mal placé pour y répondre. Oligui Nguema, il a tracé son chemin. Je fais ci, je fais ça, je fais ci, je fais ça. Moi, j'ai dit, je ne rentre pas là-dedans. Donc, ça trace son chemin. Il n'y aura pas d'élection et Oligui Nguema ne viendra pas au pouvoir. Moi aussi, je trace mon chemin, j'ai ma tactique, j'ai ma stratégie et j'essaie d'amener le maximum de Gabonais à ma tactique et à ma stratégie. Bon, donc ne me parlez pas des choses qu'Oligui Nguema déclare, je n'ai rien à faire avec ça. Ok. Alors, qu'est-ce que le professeur fera si Oligui Nguema est élu président du Gabon lors des élections du 12 avril? La dernière question.
Alors, la troisième question, si Oligui Nguema est élu président de la Oui. République, il ne peut pas être élu président de la République. Pourquoi? Parce que lui-même, c'est un faussaire. C'est un putschiste. Un putschiste ne peut pas être élu. Il ne permet à un putschiste d'être élu. Deuxièmement, il viole le code de l'armée. Il ne peut pas être élu. Troisièmement, un référendum qui n'a pas la majorité qualifiée est nul et de nul effet. Il y a tous les arguments juridiques pour que le vote ne soit pas validé. Ça à quoi je m'emploie, c'est que 1, on n'arrive pas au vote. 2, que le vote ne puisse pas être validé. Maintenant, il faut mettre les pieds dans le plat. Les gens disent que oui, mais il a les armes, on a peur. Oui, je répète et je vous le répète. La force est une variable qui n'a pas de borne supérieure. Tu trouves toujours un plus fort que toi. Si Oligui persiste, il trouvera tout à l'heure un plus fort que lui. J'en ai terminé. Très bien. Très bien, merci pour les questions sur YouTube. Chaque planète a sa propre guerre. Mais sous la lune, on est tous frères. Un message